Bonsoir à toutes et à tous. Merci Clémentine pour la présentation. Et voilà, merci de vous être déplacés pour la semaine du cerveau. Donc moi, je vais vous parler effectivement de la crise climatique et du lien avec notre cerveau. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous fais juste un tout petit point sur ce que je fais. Donc moi, je suis doctorante en sciences cognitives. Donc les sciences cognitives, c'est un regroupement pluridisciplinaire, voilà, différentes disciplines scientifiques, y compris les neurosciences qui s'intéressent au cerveau, mais aussi psychologie, anthropologie ou d'autres disciplines qui s'intéressent peut-être à d'autres niveaux aussi, comme l'individu ou les groupes. Et donc moi, je fais partie du laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles, mais je fais partie d'une petite équipe où on fait surtout de la psychologie, psychologie sociale, psychologie cognitive. Et je précise ça parce qu'en fait, voilà, quand on pense sciences cognitives ou semaine du cerveau, on pense d'abord aux neurosciences, on pense aux neurones, différentes parties de notre anatomie cérébrale, mais toute une partie de la discussion qu'on va avoir ce soir et que je vous propose, c'est de réfléchir un peu à quelles sont justement les disciplines des sciences cognitives les plus pertinentes pour aborder les questions environnementales et climatiques, et voilà, quels sont les niveaux d'explication les plus pertinents. Donc voilà, je vous propose de rentrer un petit peu plus sur ces questions de climat et cerveau. Et effectivement, les premières questions qu'on peut se poser un peu, c'est mais en fait, quel rapport entre les deux? Pourquoi faire intervenir les sciences cognitives et les neurosciences pour aborder ces questions-là en fait, on pense d'abord à d'autres disciplines, en fait, généralement, pour les aborder. Donc, la plupart du temps, on a tendance naturellement à penser que les questions climatiques et environnementales sont des questions qui sont un peu réservées aux sciences dites dures ou aux sciences naturelles. Évidemment, la première discipline qui vous vient peut-être en tête, c'est climatologie, puisque c'est la discipline qui a fait émerger le problème, qui permet de faire un suivi du réchauffement de la planète et des conséquences à travers des modèles d'évolution du climat. C'est logique. Et peut-être que si on pense aussi à d'autres disciplines scientifiques qui, cette fois, apportent des solutions pour lutter contre l'origine de ce problème-là, on va peut-être penser d'abord à des champs comme l'ingénierie, les biotechnologies ou encore l'économie, et peut-être pas principalement aux sciences cognitives. Du coup, du côté effectivement, des solutions au changement climatique, ce qui est assez médiatisé, généralement, ce sont par exemple les énergies renouvelables. Du côté de l'ingénierie, on va penser aux éoliennes, aux panneaux solaires. Du côté de peut-être des biotechnologies, on va avoir tendance à penser à des emballages biodégradables pour limiter l'impact sur les écosystèmes. Et du côté peut-être de l'économie, du droit ou des études politiques, on va penser à des contributions, des solutions comme par exemple la taxe carbone qui a été assez médiatisée, d'autres outils plus de réglementation et de droit comme des réglementations sur les plastiques à usage unique. Donc en clair, quand on pense climat et discipline scientifique, on ne va pas penser principalement à la psychologie ou aux sciences cognitives. Si je vous demande aujourd'hui de penser à une figure scientifique, une personne en lien avec le climat, est-ce que vous avez des idées? Peut-être quelqu'un qui est français ou française? Une climatologue qui est au GIEC, qui est assez médiatique. Je l'ai entendu. Alors moi, c'est aussi la personne à laquelle je pense en premier. Je pense aussi à Christophe Cassou, qui est aussi assez actif sur les réseaux sociaux. Et peut-être, par exemple, Jean Jouzel. Et du côté de l'ingénierie aussi, j'avais une autre question. Est-ce que si je vous dis ingénieur ou ingénieuse, climat? Jean-Marc Jancovici, ce sont peut-être les noms qui viennent assez facilement quand on s'intéresse en tout cas à ces questions-là et qu'on pense à des figures médiatiques. Mais par contre, si je vous donne des noms de psychologues ou neurologues mondialement reconnus, ça va peut-être pas vous dire grand-chose. Si je vous parle de Susan Clayton, de Elke Weber, Patrick Devin-Wright, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Et pourtant, ce sont des auteurs qui sont membres du GIEC et qui écrivent ces rapports aussi. Alors, ils ne sont pas français, évidemment, mais ils ne sont pas forcément très connus dans leur pays non plus, parce qu'on va penser à d'autres disciplines. Donc, voilà. Juste pour dire que de manière générale, on se pose un peu la question de mais en fait, pourquoi on aurait vraiment besoin de ces autres disciplines qui sont moins évidentes pour aborder la question climatique? Et en fait, c'est une question qui a été mise un petit peu en avant dans les médias parce qu'il y a certains journalistes et experts qui ont justement souligné le fait que le cerveau et les neurones pouvaient être la cause ultime de la crise climatique. Donc c'est quelque chose qui a été beaucoup développé dans cet ouvrage qui s'appelle Le bug humain, qui est paru en 2019 et qui a été écrit par Sébastien Boller, qui est donc docteur en neurosciences et journaliste aujourd'hui. Et donc le postulat, vous voyez que le sous-titre, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire, c'est « Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ?» Donc la thèse un peu générale de ce livre, qui a été ensuite beaucoup repris dans les médias spécialisés, on va dire, c'est que en fait, ce serait notre cerveau lui-même qui nous pousserait à détruire la planète car il nous pousse à la surconsommation. On aurait un câblage neuronal qui nous incite à vouloir satisfaire nos besoins de manière irréfrénée et à surconsommer. Et en particulier, il y a une zone spécifique du cerveau qui est incriminée par Sébastien Boller, c'est le striatum,
Voilà, vous avez peut-être entendu beaucoup cette zone du cerveau repris dans des discours un peu de marketing ou de journalistes, elle est assez à la mode. Et on met en avant voilà, cette zone qui fait partie de ce qu'on appelle le circuit de la récompense et qui serait une partie de nos cerveaux qui nous pousserait à chercher toujours des récompenses immédiates, et donc à surconsommer, à détruire la planète. Et c'est une thèse qui a eu pas mal de succès dans les médias, et le livre d'ailleurs a eu, lui, beaucoup de succès. Son auteur a fait par exemple une interview assez récente l'été dernier qui a fait la une de la section Sciences du Monde avec un autre neuroscientifique où ils ont développé cette idée assez générale que voilà, la crise climatique serait liée à notre soif de croissance, qui serait quelque chose pour lequel on serait prédéterminé au niveau neuronal. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi eu des critiques dans ce domaine-là, peut-être moins médiatiques. Notamment, il y a eu un vulgarisateur qui s'appelle Pompote, que vous connaissez peut-être sur les questions climatiques, qui a fait cet article-là où il parle d'erreur dans le bug humain. Donc c'est une première critique qui était apparue au moment de la parution du livre. Et plus récemment, en réaction à l'interview qui était parue dans Le Monde sur voilà, les propos de Sébastien Bollor et Thierry Ripoll, il y a eu cette réaction d'un journaliste scientifique qui explique que ramener la crise environnementale à notre cerveau, c'est finalement déguiser de l'idéologie politique en vulgarisation scientifique. Donc des mots très durs qui voilà, enlèvent tout statut scientifique à ce livre-là. Et donc on peut se demander un petit peu, mais finalement, est-ce que ces accusations d'idéologie et de pseudo-vulgarisation scientifique, elles sont justifiées? Ou est-ce qu'il y a quand même peut-être une trace de vérité dans les propos de Thierry Ripoll et de Sébastien Bollor? Moi, c'est ce que je vous propose un peu dans le début de la conférence, c'est de voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux peut-être, et de vous amener à peut-être souligner que, évidemment, tout n'est pas faux dans ce livre. On parle d'une personne qui a quand même une formation en neurosciences à la base, mais je pense qu'il y a aussi pas mal d'éléments qu'on peut reprocher à ce discours-là, qui est notamment vulgarisé de manière un peu trop simplicite. Et en fait, ça amène voilà, pas mal d'inexactitudes neuroscientifiques, ce qui est un peu problématique parce que c'est un des principaux discours qui est repris aujourd'hui dans les médias. Alors, je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin et notamment de regarder un peu plus dans le détail ce qui est proposé dans cette approche-là. Et pour passer ça en revue, je me suis appuyée aussi sur une réponse qui a été rédigée par voilà, un collectif de neuroscientifiques et de sociologues pour examiner un peu plus dans le détail ces approches du bug humain et les reprises médiatiques de ce sujet-là, et qui expliquent qu'en fait, voilà, il y a des inexactitudes en fait, dans cette approche-là des neurosciences. Alors, pour préciser un petit peu la thèse de Sébastien Bollor et ses reprises, en fait, l'idée derrière, c'est que en détruisant la planète, on fait que suivre les programmes biologiques profonds de notre cerveau reptilien, sans possibilité de choix, gouverné par des flux de dopamine qui remplacent la libre décision par la mécanique de l'inflation des besoins et des désirs. Donc voilà, on a un discours qui est extrêmement déterministe. Donc vous voyez le terme de programme biologique. Ce terme de programme et de programmer, il revient énormément dans le livre de Sébastien Bollor. Donc c'est vraiment l'idée qu'on a notre câblage neuronal qui nous pousse à détruire la planète sans qu'on ait de libre arbitre. C'est quelque chose qui est dit directement dans cette citation-là. Et donc c'est une approche qui est à la fois déterministe et en même temps réductionniste, parce qu'il y a l'idée d'expliquer voilà, des phénomènes complexes. On parle du changement climatique, hein, ça opère au niveau de la planète. Et on essaie d'expliquer ce phénomène-là par une molécule, la dopamine. Donc c'est un neurotransmetteur qui opère au niveau du striatum, et cette structure cérébrale du striatum qui serait la clé de tout. Et plus largement, il y a aussi l'idée que en fait, ce striatum correspondrait à une partie irrationnelle en fait, de notre cerveau qui prendrait le dessus sur une partie plus rationnelle qui est le cortex cérébral. Ça, c'est une couche qui est un petit peu plus récente dans notre cerveau et qui serait une partie du cerveau voilà, qui nous permet d'avoir des réflexions plus logiques. C'est ça la thèse qui est développée dans ce livre-là. Et pourtant, ce qu'on voit en fait quand on se confronte aux dernières recherches en neurosciences, c'est que finalement, cette histoire de cerveau reptilien, donc le cerveau reptilien, ce serait la partie dont le striatum fait partie, finalement, c'est dénoncé par de nombreux neuroscientifiques comme étant un mythe. En fait, cette histoire de cerveau reptilien, ça s'apparente à une théorie qui est assez ancienne, qui date des années 60, une théorie qui a été mise en avant par un neurobiologiste américain qui s'appelle la théorie du cerveau triunique. Donc, dans cette théorie-là du fonctionnement du cerveau, il y aurait l'idée que, en fait, donc le cerveau reptilien, en fait, triunique, c'est pour dire que notre cerveau est divisé en 3 sections. On aurait une partie qui serait plus ancienne, qu'on aurait en commun avec d'autres espèces animales avec qui on est relié de manière assez lointaine, comme les reptiles. Donc, ce serait le cerveau reptilien. Et en fait, ce cerveau reptilien, ce serait une partie qui est dédiée à la satisfaction de nos besoins immédiats, une partie impulsive, irrationnelle. La troisième couche qui interviendrait à un moment plus distinct de l'évolution, enfin la deuxième, pardon, c'est celle du système limbique, ce serait plutôt dédié à voilà, la gestion d'émotions un peu plus voilà, évoluées, notamment la peur et d'autres comme ça.
Donc ça, on l'aurait en commun avec des mammifères. Et enfin, la dernière couche, ce serait ce fameux cortex ou néocortex qu'on aurait en commun avec des espèces de primates et qui serait là la partie rationnelle qui nous permet une pensée logique. Donc ça, c'est une vision qui a été longtemps développée, qu'on observe encore dans les médias, mais aujourd'hui, les neuroscientifiques nous disent que ça ne correspond pas au fonctionnement réel de notre cerveau, parce que c'est une vision trop simpliste. En fait, ça ne veut pas dire que notre cerveau n'a pas subi de pression évolutive, parce que ça, c'est une théorie qui est basée sur la théorie de l'évolution et de dire qu'on aurait différentes couches qui ont évolué à différentes périodes d'évolution de l'espèce humaine. Ça, c'est vrai de dire qu'il y a des pressions de sélection qui ont opéré sur l'espèce humaine et que ça a façonné la structure de notre cerveau. Par contre, ce qui est faux, c'est de penser que ça s'est développé avec des zones aussi détachées et interdépendantes, et avec l'idée que la seule relation entre ces zones, c'est que le cerveau reptilien, irrationnel et primitif prendrait le dessus sur un cerveau plus rationnel qu'est le cortex. Ça, en fait, les dernières recherches montrent que ce n'est pas le cas. On peut avoir des réactions émotionnelles qui vont ensuite susciter aussi des activations au niveau du cortex, et à l'inverse, des réactions plus rationnelles qui impliquent aussi la mobilisation d'autres zones du cerveau au niveau du système limbique ou du cerveau reptilien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle pas de cerveau reptilien, on parle uniquement de tronc cérébral. Donc voilà, c'était quelques précisions aussi pour vous dire que, en fait, ces livres et même les reprises un peu journalistiques qui utilisent ce terme de cerveau reptilien ou cerveau primitif, finalement, ce sont des notions qui sont fausses et datées de neurosciences et qui ne correspondent pas à notre compréhension plus complexe et plus fine aujourd'hui du fonctionnement du cerveau. Donc ça, c'est une première étape, mais en fait, plus largement, avec cette conférence, moi, j'aimerais vous montrer aussi que s'appuyer, de manière plus générale, s'appuyer uniquement sur le niveau du cerveau et des neurones pour expliquer les comportements éco-responsables et la destruction de la planète, finalement, c'est une vision qui est extrêmement tronquée de la réalité de ce que c'est le changement climatique et de ses causes. En fait, le cerveau ne peut pas être le seul niveau d'explication d'un phénomène comme ça planétaire. Les neurosciences sont donc une discipline qui peuvent apporter une toute petite contribution au problème, mais c'est loin d'être la plus pertinente pour expliquer ce problème-là et proposer des solutions. Donc c'est ça aussi la suite de ma conférence, ça va être de montrer qu'on a besoin d'étudier cette question du changement climatique de manière pluridisciplinaire avec plusieurs niveaux d'explication, et donc pas seulement les neurones, mais aussi en se plaçant au niveau de l'individu et de la société. Et donc pour bien comprendre un peu cette idée de pluralité de niveaux d'explication et de discipline, je vais reprendre une métaphore qui a été utilisée par un neurobiologiste qui s'appelle Jérémy Naudet, qui fait aussi un peu de la vulgarisation sur ces sujets-là, et qui explique en fait il faut voir le problème du climat comme celle d'un vélo cassé. En gros, ça veut dire, si on veut s'intéresser aux neurosciences et chercher à expliquer le changement climatique par les neurosciences, c'est à peu près aussi pertinent que si on veut expliquer le fonctionnement d'un vélo avec la physique des particules. En fait, si on a un vélo qui est cassé, la physique des particules, elle ne va pas nous aider vraiment à comprendre son mécanisme et à le réparer. Peut-être que une autre discipline qui peut aider, c'est peut-être un peu la physique mécanique, mais en vrai, on a besoin plutôt d'un ingénieur ou d'un mécanicien ou d'une réparatrice pour vraiment découvrir ce qui ne va pas et résoudre le problème. Et c'est un peu la même chose quand on pense à cerveau et climat, finalement. Si on veut expliquer le changement climatique avec les neurosciences, c'est comme vouloir expliquer la physique, expliquer le fonctionnement d'un vélo et vouloir le réparer en s'appuyant sur la physique des particules. L'idée, ça ne veut pas dire qu'en fait, on ne peut pas dire des choses vraies sur le vélo avec la physique des particules. Bien sûr qu'on peut décrire un vélo en parlant de ses atomes et de sa constitution. Mais par contre, la question, c'est celle de la pertinence pour vraiment expliquer finement le problème et trouver des solutions. Et c'est un peu pareil avec le changement climatique. On peut dire des choses vraies depuis les neurosciences sur les questions du changement climatique, mais c'est juste quelle est la pertinence de ces explications-là pour rendre compte du problème et fournir des billes et des solutions. En fait, si on veut avoir des solutions, on a plutôt besoin de l'équivalent de la mécanique et de la réparation pour les humains, et cette discipline-là, c'est plutôt la psychologie en fait. On parle vraiment d'une discipline qui se place au niveau de l'individu et qui essaie de comprendre ce que les gens font, ce qu'ils pensent et pourquoi ils agissent. C'est ça, en fait, cette discipline-là. Et donc finalement, c'est plus pertinent que les neurosciences pour aborder la question du changement climatique parce que tout bêtement, ce qui pollue, ce ne sont pas nos neurones, mais ce sont nos actions. Donc on a besoin de comprendre les actions, les comportements à partir des disciplines qui les traitent. Mais ça veut dire aussi d'autres disciplines des sciences sociales qui s'intéressent à aussi le niveau du groupe et d'autres niveaux d'explication. Et enfin, une petite mise en garde aussi, c'est de dire attention parce que souvent derrière les explications de neurosciences se cachent souvent en fait des explications psychologiques qui sont parfois maquillées derrière ces termes de neurosciences pour servir d'argument d'autorité. Parce qu'en fait, tous
toute cette tendance à utiliser un vocabulaire qui vient des neurosciences et du cerveau, utilisant les termes de striatum et de dopamine, finalement, on utilise des termes qui sont savants et qui donnent un vernis de scientificité, mais en fait, tout dépend vraiment de la qualité de la vulgarisation qui est derrière. Et parfois, ça peut donner juste l'impression de sérieux, alors qu'en fait, la vulgarisation est assez simpliste. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est étudié en neurosciences, où il y a des neuroscientifiques qui s'intéressent à la propagation de neuromythes, et le cerveau reptilien peut en faire un peu partie. Donc c'est un peu le danger de ces explications qui reposent uniquement là-dessus. Et peut-être, pour voir un petit peu les limites aussi de ces explications neuropsychologiques, je vous propose de penser un petit peu à quelques paradoxes qui voient qu'en fait, on ne peut pas se limiter aux neurones pour comprendre bien les problèmes que pose le climat. Donc en fait, si on part du principe que tout est la faute à notre cerveau et que tout s'explique rien que par le cerveau, on va avoir du mal à expliquer quelque chose comme le fait que, par exemple, l'empreinte carbone d'un cerveau états-unien, c'est 14 tonnes de CO2. Mais à l'inverse, quelqu'un qui habite en Érythrée, c'est moins d'1 tonne. Comment on peut expliquer ce paradoxe seulement avec les neurosciences? On ne peut pas, en fait, parce que le câblage neuronal d'une personne qui habite dans un autre pays du monde, c'est le même, en fait. Enfin, on a tous le même cerveau, on a tous toutes et tous le même câblage au départ, et après, il évolue et il a une plasticité qui lui est propre. Mais en fait, il n'y a pas de déterminisme particulier dans nos gènes qui fait que notre cerveau va se développer pour nous pousser à surconsommer. Ce qui va faire qu'un Américain, un États-Unien, il pollue énormément plus qu'une personne qui vit dans un pays avec peu de ressources. C'est simplement le fait que lui a accès à ces ressources-là et qui vit dans un pays qui est fondé sur la dépendance au pétrole. Vous voyez bien qu'on manque d'un niveau d'explication si on s'appuie uniquement sur le niveau des neurones. On n'arrive pas à expliquer la variabilité interindividuelle, en fait, dans le niveau de pollution. Et pareil, si tout est la faute à notre cerveau et qui nous conditionne pour surconsommer, on ne peut pas expliquer qu'il y ait certains cerveaux qui se soient dit « Tiens, si on créait le GIEC pour lutter contre le changement climatique, en fait, et si on devenait des activistes pour alerter les gens, si on sacrifiait notre confort de vie pour le faire ?» Ça, c'est bien un signe qu'il y a des personnes qui ne sont pas uniquement dans la recherche permanente d'une satisfaction de besoins immédiats. On arrive à repousser un peu cette satisfaction-là et à s'intéresser à quelque chose dans le long terme qui est la sauvegarde de la planète. Donc tout ça, ça veut bien dire que finalement, l'éducation des individus et la prise en compte du contexte social, environnemental, culturel, politique dans lequel en fait ils se trouvent, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer pour expliquer les comportements éco-responsables et le déroulé de la crise climatique. Donc voilà, finalement, une approche réductionniste et déterministe qui met tout sur le poids du cerveau, ça ignore en fait le poids d'autres facteurs qui sont le contexte social et les institutions. Ça ne veut pas dire évidemment que tout est faux dans des ouvrages comme Le Bug humain ou d'autres ouvrages de vulgarisation et d'articles qui partent du principe qu'on peut dire des choses en psychologie, en neurosciences. Par contre, c'est juste que c'est insuffisant et qu'il ne faut pas non plus écarter d'autres disciplines qui ont aussi beaucoup de choses à dire sur le sujet. En fait, finalement, plus qu'une approche neurologique, on a besoin d'une approche psychosociale de la crise climatique, en dialogue peut-être éventuellement avec les neurosciences, mais surtout avec d'autres disciplines des sciences humaines et sociales. Et c'est pour ça que je vous propose dans un deuxième temps de faire un petit zoom peut-être plus sur la discipline de la psychologie, qui a peut-être plus de choses à dire sur le sujet pour essayer de comprendre nos comportements éco-responsables, en se focalisant sur une notion de psychologie cognitive qui est déjà assez connue, qui est cette notion de biais cognitif, et qui permet aussi peut-être qui donne des clés de lecture sur les comportements éco-responsables des individus. Et donc, pour avoir une petite explication d'abord de ce qu'est un biais cognitif, je vais vous proposer plutôt qu'une démonstration théorique, je vais vous proposer une démonstration pratique. Et donc pour ça, je vais essayer de lancer un petit site de quiz en ligne où je vais pouvoir vous interroger et vous allez me répondre. Si j'arrive à lancer ça. Alors, normalement, vous allez pouvoir vous connecter avec votre smartphone ou avec un téléphone même pas connecté à l'Internet. Vous avez ce petit QR code qui va vous rediriger vers une page qui permet de répondre à un petit quiz. Ça va être juste 2 petites questions, juste rapides pour sonder un peu la salle. Et si vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas la possibilité de scanner le QR code, vous pouvez vous connecter, vous voyez, par SMS avec le numéro qui est indiqué plus bas. Je peux essayer de zoomer un peu, peut-être si ça... Voilà. Et vous envoyez ce petit code SDC-conf au numéro indiqué. Et donc là, je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui commencent à se connecter, c'est pas mal. Vous me faites signe quand vous êtes toutes et tous connectés. Très bien. Ah, je suis devant, pardon. Alors, 43. Très bien, on a 45, donc plus. Ok, est-ce que tout le monde est connecté ou il y a quelqu'un qui galère un peu? C'est bon? Super, on va pouvoir passer à la prochaine question. Donc juste 2 petites questions. La première, c'est je vais vous demander, selon vous, est-ce que vous êtes plus ou moins éco-responsable que la moyenne des Français? Vous avez le choix entre 2 options. Première, plus que la moyenne. Deuxième, moins que la moyenne. Et je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui répondent parce que ça s'affiche.
On est déjà la moitié. Super, vous êtes super rapide. Et il y aura juste une petite question ensuite. Alors, est-ce que tout le monde qui voulait répondre a pu se connecter et répondre? Parce que des fois, il y a des petits bugs dans le nombre de participants, donc je vais peut-être passer à la prochaine question. Super. Alors, la prochaine question, elle est quasiment pareille. C'est, selon vous, est-ce que vous émettez plus ou moins de CO2 que la moyenne des Français? Petite nuance, mais légère. Et ensuite, on va regarder les résultats ensemble. Alors, 40 personnes, quasiment tout le monde. Alors, ça augmente encore un peu. Est-ce que tout le monde qui s'était connecté a pu répondre? Alors, on va commencer à regarder les réponses de la question juste avant. Je peux afficher les résultats comme ça. Et là, on a une majorité assez importante, 77%, 78% même, qui indique être plus éco-responsable que la moyenne des Français. Donc, vous voyez, une majorité assez massive. Et qu'est-ce que ça donne pour le CO2? Hop, et là, on a à peu près la même proportion, 78 qui déclarent émettre moins de CO2 que la moyenne. Et donc ça, la raison pour laquelle je voulais vous interroger là-dessus, c'était pour juste vous faire une petite démonstration d'un biais cognitif. Et donc le biais cognitif sur lequel je voulais vous faire cette démonstration, c'est l'idée d'un biais de supériorité à la moyenne. Donc c'est un peu ce qui illustre ce questionnaire, c'est de dire, en fait, quand on interroge un peu les gens sur ce genre de questions, on tend à avoir des réponses assez massives en faveur de d'une évaluation de supériorité. Donc c'est l'idée de ce biais, c'est qu'on a une petite tendance vraiment à se montrer comme légèrement à s'évaluer de manière comme légèrement plus positive que les autres. Donc ça, on l'a observé pour ces questions-là, mais par exemple, si je vous avais demandé est-ce que vous êtes plus ou moins généreux que la moyenne, ou est-ce que vous êtes plus amical, plus sympathique que la moyenne des Français, bon, bah, on aurait un peu des réponses du même type. Et donc ça, alors évidemment, il y a plein de gens parmi vous qui sont sûrement plus éco-responsables que la moyenne des Français. D'ailleurs, il y a un peu un biais de sélection dans les échantillons qui viennent ce soir. Hein. Je me doute que vous êtes très nombreux à être intéressés déjà par la question. Mais on observe des résultats qui sont parfois un peu similaires, même avec des échantillons qui sont représentatifs de la population française. Et en fait, c'est paradoxal parce qu'en fait, on a tous un peu cette tendance à se penser comme un peu meilleur que les autres, mais en réalité, tout le monde ne peut pas être meilleur que tout le monde. On ne peut pas être tous meilleurs que la moyenne. Donc en fait, si on observe des statistiques massives comme ça, avec 78% des gens qui se pensent plus éco-responsables que la moyenne, bah, c'est probablement qu'il y a quelques gens qui se surestiment, qui sont en fait un peu moins éco-responsables qu'ils le pensent. Et donc ça veut dire qu'il y a peut-être des biais dans notre jugement qui nous écartent d'une évaluation complètement rationnelle. Et en fait, on suppose que ce biais-là, ce biais cognitif, ça va être un frein à l'action individuelle et collective sur la question du changement climatique et la mise en place de comportements éco-responsables, parce qu'en fait, si on pense qu'on fait un peu mieux que les autres dans ce domaine-là, on n'est probablement pas très motivé pour en faire un peu plus. Donc voilà, c'est une première démonstration d'un biais particulier qui permet de voir qu'un peu, effectivement, on a quelques éléments dans notre cognition qui peuvent bloquer. Et alors, on peut passer maintenant à une définition un petit peu plus standard des biais cognitifs. Donc, pour le dire de manière générale, c'est comme un réflexe mental, c'est un automatisme de la pensée. Et peut-être pour avoir une définition un peu plus longue et détaillée, donc c'est l'idée d'un mécanisme décisionnel qui nous fait dévier de manière systématique de la pensée logique et rationnelle. Donc, par exemple, avec le biais d'avant, la pensée logique et rationnelle, elle voudrait que on s'évalue tous exactement là où on est. Et en fait, nos décisions quotidiennes, elles sont influencées par tout un tas de biais cognitifs assez différents. Là, je vous ai donné un exemple particulier, mais en fait, il y en a d'autres qui nous poussent à agir dans une direction plutôt qu'une autre. Et en particulier, on a un autre exemple de biais cognitif qui est le biais de confirmation, qui est cette tendance qu'on a à prêter plus attention à des informations qui valident nos croyances préalables, qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà. Donc ça peut expliquer par exemple le fait tout simple que quand on est une personne qui est plutôt à gauche, on va plus avoir tendance à chercher de l'information chez Mediapart. À l'inverse, quelqu'un de droite, il va chercher de l'information dans des médias comme Le Figaro. En fait, on va juste chercher à se renseigner auprès de médias qui vont nous donner des informations sous un éclairage et un angle qui est plus proche de notre idéologie. Donc ça, c'est pas une surprise, mais ça peut s'expliquer un petit peu par ce phénomène psychologique. Et donc l'idée derrière le biais cognitif, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est universel, mais évidemment la gauche et la droite, c'est pas quelque chose qui est figé dans notre cerveau, c'est juste le contexte politique, social derrière. Et donc ça montre qu'il y a à la fois quelque chose d'un peu figé dans notre fonctionnement cognitif, mais en même temps qui s'adapte à ce contexte politique, social autour de nous. Et donc les biais cognitifs prennent des formes très variées selon les sociétés, les individus et les contextes.
Peut-être que vous posez des questions, mais en fait, est-ce qu'il y a 2 biais? Il y en a combien des biais cognitifs? En fait, il y en a peut-être des centaines. Il y a plein de chercheurs qui en ont identifié des dizaines et des dizaines. Alors là, on voit absolument rien, je pense, sur cette image-là, pardon. C'est un codex des biais cognitifs. En fait, l'idée derrière cette image, c'était plus de vous montrer qu'il y a un foisonnement de biais différents, mais pas de les lire tous dans le détail. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est pas de se dire combien on en a, mais plutôt quelle est leur fonction, en fait. À quoi ça sert tous ces différents biais? Et là, vous avez un premier élément de réponse quand vous voyez les classifications par couleur. Vous voyez qu'il y a certains biais qui nous aident à nous rappeler de choses importantes, certains biais qui nous aident à réagir assez vite quand on en a besoin. Il y a des biais qui aident à traiter l'excédent d'informations et d'autres qui permettent de donner un peu de sens à une information foisonnante aussi. Donc ça nous indique déjà un peu un rôle des biais cognitifs qui est en fait ces automatismes ils nous permettent tout simplement de faciliter la prise de décision et de minimiser nos efforts mentaux. Ça évite qu'on passe trop de temps pour se poser, quand on doit faire des choix assez simples de la vie quotidienne, on va plutôt se reposer sur ces automatismes que sur un mode de pensée plus rationnel et plus réfléchi. Parce qu'en fait, l'idée derrière les biais cognitifs, c'est pas de dire que toute notre cognition humaine, elle est réglée que par des automatismes et qu'en fait, on aurait un déterminisme complet derrière nous et qu'on maîtriserait rien. L'idée, c'est vraiment qu'il y a plusieurs systèmes de pensée. En fait, les biais cognitifs, ça a été théorisé comme faisant partie d'un système 1 de notre raisonnement, un système rapide, par opposition à un raisonnement rationnel qui serait le système 2, un système plus lent. Donc ça a été développé notamment par Daniel Kahneman dans un livre où il oppose, une pensée lente et une pensée rapide. C'est une vision aussi qui est un peu schématique de la pensée humaine et qui fait pas l'unanimité au sein de la psychologie, mais ça donne aussi une première vision un peu en fait, il y a plusieurs mécanismes psychologiques de différents types qui coexistent en fait dans notre cognition. Donc voilà pour des généralités sur les biais cognitifs. Ensuite, on peut voir un peu plus en détail en quoi ils sont pertinents sur la question du changement climatique. En fait, les biais cognitifs, ils peuvent être des blocages vraiment à l'action contre la lutte contre le changement climatique à tous les niveaux. Ils peuvent être des obstacles concernant la prise de conscience de la réalité et de la gravité du changement climatique. Ça peut être le cas notamment du biais de confirmation parce qu'il peut favoriser le climato-scepticisme dans certaines situations. En fait, si on a affaire à un individu qui est déjà convaincu que le changement climatique n'existe pas, la personne va peut-être être plus tentée de lire des médias climato-sceptiques, de suivre des personnalités qui vont diffuser du contenu un peu complotiste ou climato-sceptique. Donc ça peut favoriser les gens dans ces croyances-là qui sont pourtant erronées. Les biais cognitifs peuvent aussi être des obstacles à l'action individuelle. Ça peut être le cas notamment de ce qu'on appelle le biais de statu quo, qui est une tendance un peu à l'inertie qu'on a à rester sur nos habitudes. Ça fait qu'on va avoir des difficultés à changer nos habitudes personnelles. Donc, par exemple, mettons qu'on utilise la voiture tous les jours parce qu'on n'a pas le choix, mais qu'à un moment donné, il y a une nouvelle ligne de bus qui s'installe juste à côté de chez nous et qui nous permet de faire notre trajet. On va peut-être continuer quand même avec sa voiture parce qu'en fait, on a l'habitude d'utiliser notre véhicule personnel pour nos déplacements, alors même qu'il y a une alternative qui vient d'arriver. C'est un peu le poids des habitudes. Et enfin, les biais cognitifs peuvent être aussi des obstacles à une action plus collective sur le changement climatique. Donc c'est le cas du biais de supériorité à la moyenne dont je vous ai parlé. Ça peut être aussi le cas de tout un tas d'autres biais qui ont une composante aussi un peu sociale, comme ce qu'on peut appeler un biais de conformisme social. C'est une tendance générale qu'on a à vouloir un peu se fondre dans un groupe. Ça peut faire que des individus qui sont particulièrement sensibles à ces questions, mais qui se trouvent dans un groupe qui est peu éduqué sur le changement climatique et peu sensible, ils vont être plus réticents à en parler ouvertement et à vouloir sensibiliser les gens autour d'eux et à mettre en place de manière ouverte des comportements éco-responsables parce qu'on se sent en minorité dans un groupe, on n'a pas envie de passer pour le hippie de service, la personne qui casse les pieds. Donc voilà, c'est une question aussi de normes sociales, à quel point le groupe dans lequel on se situe est sensibilisé à ces questions-là. Donc ça, c'est juste quelques exemples un peu de à quel point ce sont des obstacles et on voit vraiment que, effectivement, dans notre cognition, il y a des choses qui bloquent. On n'est peut-être pas parfaitement équipé pour faire face à la question climatique parce qu'on a des obstacles. Ça, c'est vrai de le dire. Par contre, ce qui est faux, c'est de dire qu'on est complètement programmé de par notre cognition et notre câblage neuronal à tout détruire. En fait, la réalité, c'est que ces biais cognitifs, ils peuvent être à la fois des obstacles et des leviers d'action. Les mêmes biais qui posent problème, on peut aussi s'appuyer dessus pour essayer d'inciter les gens à être plus éco-responsables et à prendre conscience du problème. Et donc ça, c'est la fin un peu de ma conférence où je vais vous montrer qu'on peut aussi peut-être s'appuyer sur les biais cognitifs pour les mettre au service de la protection de l'environnement. Par exemple, donc pour commencer avec un exemple, on peut s'appuyer aussi sur le biais de conformisme et de comparaison sociale pour promouvoir l'éco-responsabilité au niveau individuel comme collectif. Pour donner un exemple plus à un niveau collectif, on peut par exemple mettre en place la publication d'un classement des entreprises les plus éco-responsables.
Donc sans mettre en place de politiques contraignantes, je ne parle pas de taxes ou de lois qui interdisent l'usage de certaines industries ou quoi, juste en publiant un classement des entreprises les plus polluantes, on envoie un signal que la norme sociale est différente, qu'en fait c'est quelque chose de négatif de polluer, et les entreprises vont ça va encourager la compétition autour d'actions éco-responsables parce que les entreprises n'ont pas envie d'être les premières du classement des plus polluantes, elles ont plutôt envie d'être à la tête des entreprises les plus éco-responsables. Et ça peut être quelque chose qui relève un peu de la communication et qui finalement peut agir en s'appuyant sur un biais cognitif. Et cette idée de s'appuyer sur les biais cognitifs pour orienter les décisions individuelles et publiques, c'est le concept de nudge que vous avez peut-être déjà entendu. Donc cette idée de nudge, elle a été popularisée par un livre qui a été rédigé par des chercheurs américains, donc Cass Sunstein et Richard Thaler. Ce livre, il date de 2008. Et du coup, ça a eu beaucoup de succès à la fois dans le monde du business et aussi de la politique publique parce que c'est une notion de recherche très appliquée. Mais ils ont aussi eu un prix Nobel d'économie sur le sujet. Et la notion de nudge, en fait, c'est l'idée générale qu'on va adapter les conditions dans lesquelles un individu ou une personne fait un choix de manière à le pousser dans une direction plutôt qu'une autre. Donc l'idée, c'est qu'on ne contraint pas complètement la personne, on ne lui ferme pas de chemin, mais on va vraiment beaucoup le pousser dans une direction. Donc l'idée de nudge, c'est vraiment, ça se traduit par coup de coude, on parle plutôt en français de coup de pouce, c'est vraiment pousser les gens vers un choix. Donc l'idée, c'est qu'on oppose souvent les nudges à des taxes ou des réglementations qui sont des actions publiques qui sont souvent contraignantes et qui forcent les gens à agir avec quelque chose qui relève vraiment de la contrainte. La taxe, ça impose une contrainte financière, la réglementation, on s'expose à des sanctions, etc. Les nudges, au contraire, il n'y a pas cette contrainte-là. Donc c'est un moyen d'influence qui est considéré comme un peu plus doux, mais auquel on reproche aussi parfois d'être moins visible et donc un peu plus insidieux et parfois problématique. Et donc, il y a énormément de types de nudge qui existent, puisqu'en fait, il y a autant de nudge possibles que de biais cognitifs, et ils peuvent s'appliquer de manière très différente aussi, là encore, selon le contexte. Peut-être celui que vous connaissez déjà et qui est un peu le plus connu, c'est l'histoire de la mouche dans les urinoirs. Donc ça, c'est à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam. Donc en fait, l'idée, c'était de dire on met une petite mouche au fond de l'urinoir parce qu'en fait, ça permet de faire en sorte que ces messieurs visent droit et comme ça, on économise des frais de ménage parce que c'est moins sale. Donc voilà, c'est un exemple qui est assez ludique et qui est pas mal repris et dit comme ça a l'air assez inoffensif. Donc ça, c'est un exemple général, mais il y a aussi pas mal de nudges qu'on peut appliquer spécifiquement à la mise en place d'éco-gestes. Donc, je vous ai parlé d'actions plus collectives avec cette histoire de classement. On a aussi des nudges pour inciter à agir vraiment sur des nudges très individuels. Donc, par exemple, un nudge qui s'appuie sur une notion un peu de mise en visibilité des conséquences, ça va être ce dévideur de papier essuie-main qui a été mis en place par le WWF. Vous voyez qu'en fait, le papier représente l'Amazonie. Au fur et à mesure qu'on prend du papier dans la journée, ça baisse les ressources en arbre de l'Amazonie. Et donc ça, l'idée, c'est vraiment d'augmenter la visibilité, de rendre saillantes les conséquences de nos actions, alors même que dans le quotidien, elles ne sont pas visuellement disponibles. En fait, on ne se rend pas compte que notre utilisation de papier, elle va avoir des conséquences à l'autre bout de la planète. Donc ça, c'est un petit peu l'idée, et ça va lutter peut-être contre notre biais d'immédiateté qui nous incite à se focaliser plus sur des aspects immédiats de notre quotidien. Donc ça, c'est un nudge qui est assez ludique et qui paraît assez anodin. Par contre, il y a d'autres nudges qui ont un peu plus de conséquences et d'effets qui peuvent là être plus problématiques ou en tout cas contestés. Et parmi les nudges qui sont les plus controversés, on trouve les options par défaut. Donc ça, ce sont des nudges qui s'appuient sur notre biais de statu quo. Le fait qu'on a tendance à laisser les choses un peu comme elles sont, ça fait qu'on a tendance à pas changer les options par défaut. En fait, les options par défaut, c'est quand vous faites pas de choix, mais qu'il y a quelque chose qui est décidé pour vous. Par exemple, votre téléphone, il y a une dizaine de sonneries qui existent dessus. Mais en fait, il y en a une qui est paramétrée au départ par le constructeur, vous l'avez, il va sonner avec cette sonnerie-là, peut-être que vous la détestez, mais en fait, vous avez peut-être un peu la flemme de la changer aussi parce que c'est pas très grave, et donc vous y touchez pas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut un peu aussi utiliser dans le domaine de la consommation éco-responsable quand on pense à des nudges verts qui s'appuient sur une option par défaut pour inciter à adopter des repas végétariens. Dans une cantine, la plupart des cantines, souvent quand il n'y a pas de menu d'alternative végétarienne et qu'il n'y a qu'un seul menu, souvent c'est un plat à base de viande, c'est l'option par défaut. Et si on veut avoir végétarien, faut demander à enlever le steak. Ou voilà. On peut paramétrer les choses un peu différemment et dire l'option par défaut c'est végétarien et si quelqu'un veut de la viande, il faut le demander explicitement. Et ça, on se rend compte que c'est très efficace. En fait, ça a tendance à beaucoup favoriser l'option qui a été définie par défaut. Par contre, c'est quelque chose qui est souvent pas très transparent, à moins qu'on communique explicitement là-dessus. Mais en fait, souvent les gens s'en rendent pas compte parce que vous, vous doutez bien qu'un repas à la cantine, c'est pas un choix qui est sur lequel on communique énormément. Et donc, ça peut poser parfois des problèmes éthiques et politiques parce que c'est considéré comme un moyen d'influence et de manipulation.
Ça, on peut voir à quel point c'est problématique en prenant aussi un autre exemple qui est réel cette fois, qui a été une intervention mise en place par des chercheurs et chercheuses pour voir est-ce que les gens allaient garder un contrat d'énergie verte si on le mettait comme option par défaut. Donc à la place de vous laisser le choix quand vous vous installez dans une maison, quel fournisseur d'énergie vous avez, par défaut on vous met celui qui est le plus cher et le plus éco-responsable. Et effectivement, ça a fait ses preuves. On avait 75% des ménages qui participaient à l'intervention qui ont conservé leur contrat d'énergie verte. Par contre, l'effet pervers de cette intervention, c'est que les ménages les plus pauvres se sont retrouvés à payer plus cher leur contrat d'électricité et c'était en contradiction avec leurs préférences. En fait, ils auraient voulu le payer moins cher. Et donc, finalement, on a des nudges, on se retrouve dans la situation où les nudges préservent pas tant que ça notre liberté, au sens où ils nous font faire parfois des choix qui vont un petit peu à l'encontre de ce qu'on veut. Ça, c'est un cas particulier, mais ça pose quand même beaucoup de réflexions sur l'usage des sciences cognitives et comportementales. Et voilà, je vais terminer là-dessus pour pas être trop longue, et je vais juste finir en disant que voilà, cette dimension humaine et psychologique des questions climatiques, elle est assez centrale. On voit que le comportement humain, en fait, c'est la base un peu de tout, et on a besoin de s'intéresser à ça, mais c'est souvent négligé. Et en fait, ce sont des disciplines qui fournissent des clés aussi de solutions, aussi bien que des explications du problème. Par contre, ce sont des disciplines qui abordent qu'une partie d'un problème qui est profondément complexe et systémique, et donc les neurosciences en particulier, elles ont une contribution assez minime, et c'est la raison pour laquelle on a besoin de s'attaquer à ces problèmes-là de manière interdisciplinaire en convoquant toutes les disciplines des sciences naturelles, mais aussi des sciences humaines et sociales. Et voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.